Bonjour, bonjour les beaux amours! Bienvenue à ce nouvel épisode de l'École de la vie. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui est sur ma liste OG. Là. Quand j'ai commencé le projet de l'École de la vie, c'est une des premières personnes que j'avais envie d'inviter. Je lui avais lancé l'invitation, elle m'a dit « c'est pas le bon moment » et là, c'est maintenant le bon moment. Alors, je suis vraiment très excitée de l'avoir au micro de l'École de la vie. Cette personne, c'est Élisabeth Dufresne. Élisabeth Dufresne, en tant que parent, c'est une de mes références préférées au niveau de l'enfance, de la parentalité, version nouveau paradigme. C'est une des figures, je trouve, au Québec qui réfléchit l'enfance d'une des manières les plus pertinentes. Elle, c'est vraiment une geek. Elle aime beaucoup s'informer, se remettre en question, faire vraiment avancer les réflexions par rapport à l'enfance. Et pour moi, ça a été vraiment, Élisabeth, une source de nouvelles idées, de perspectives qui challenge le statu quo. Elle a un podcast qui est vraiment fabuleux. Si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle Les Émergents. Elle partage différentes approches, souvent ancrées aussi dans les neurosciences. Il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de lectures, de partage de différents courants philosophiques par rapport à l'enfance. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Et Élisabeth, en elle-même, qui est-elle? C'est une fille qui a été dans le domaine de l'éducation pendant une dizaine d'années. En fait, depuis 10 ans, elle est encore activement dans le domaine de l'éducation. Au départ, elle a voulu aller étudier en enseignement et finalement, elle est allée vers une technique de l'éducation à l'enfance et elle est très impliquée dans différentes initiatives liées à l'éducation alternative au Québec. Mais là, depuis quelque temps, elle est davantage axée et elle est même allée se former à l'Institut Neufeld. On va en parler dans l'épisode de l'approche et de la perspective de Dr. Gordon Neufeld. Et elle se décrit elle-même comme une permacultrice de l'enfance. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce permacultrice de l'enfance? C'est de regarder l'enfance dans une perspective d'écosystème, donc de regarder le système autour de l'enfant puis de voir comment est-ce qu'on peut créer de la résilience autour de ces différents systèmes-là. Fait que moi, la permaculture, à la base, ça m'intéresse beaucoup. Puis de venir appliquer les principes permaculturels sur l'enfance, je trouve que ça vient beaucoup enrichir la perspective. Tu sais, on ne parle pas juste de l'enfance puis des méthodes de parentalité, mais vraiment de venir l'inscrire dans notre contexte de vie. C'est une conversation, là, je vais vous le dire, extrêmement riche. C'est pépite après pépite, là. Moi, je suis comme, cet épisode-là, c'est vraiment de l'or parce que Élisabeth, on fait vraiment un tour un peu d'horizon des grands axes de ce qu'elle met de l'avant. Elle travaille aussi, Élisabeth, comme guide familial. Donc, elle accompagne des familles, justement, à venir s'aligner puis avoir une map de leur relation familiale et tout. Donc, si jamais vous avez envie de travailler avec Élisabeth, vous pouvez aller voir sur son site web. C'est une conversation, comme je vous disais, très, très riche. J'oserais dire là, qui mériterait même un petit carnet de notes, là, si vous en avez un, ou de prendre des notes dans votre téléphone. Et surtout, peut-être que si vous n'êtes pas parent, vous vous dites, ben là, moi, parler de l'enfance, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais je pense que de parler de l'enfance, c'est parler de l'humain de façon générale. Et je vais donner l'exemple ici. Laurent, qui est à la captation, d'ailleurs, je te remercie, Laurent Aymon, pour la captation. Laurent, même, qui n'a pas d'enfant encore, il a aussi connecté avec du vécu personnel. Donc, je pense que ça peut aussi nous ramener à notre propre enfance, puis aller regarder aussi comment le système, puis comment nos croyances sociales ont eu un impact, nous, sur notre enfance, sur notre adolescence. Donc, il y a quelque chose de très aussi qui peut vraiment venir guérir puis évoquer certaines choses en vous. Fait que même si vous n'êtes pas parent, je suis certaine que vous allez en retirer beaucoup de cette conversation-ci. Et je vous invite, si vous aimez cet épisode, évidemment, là, il y a tout le blabla qu'on vous dit tout le temps, là, parce que ça nous aide pour vrai à aller écrire un commentaire et mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, partager cet épisode. Mais là, je vous le dis, juste d'un point de vue partagez cet épisode-là à d'autres parents autour de vous qui pourraient bénéficier de cette perspective-là, parce que je pense que c'est important de se créer un réseau de parents, de se créer un village de gens qui veulent
apporter ces nouvelles perspectives-là dans la parentalité. Puis la parentalité, on le sait, vivre ça tout seul, séparés les uns des autres, c'est vraiment difficile. Donc, je pense qu'on a beaucoup à retirer de se connecter, d'aller dans une reliance parentale. Donc, commencer par partager ces perspectives-là, ça peut être un premier pas pour se créer une nouvelle gang de parents, de nouveaux paradigmes. Donc, je vous souhaite un fabuleux épisode. Je sens que moi, je vais l'écouter encore, l'épisode, parce que là, j'ai écouté la conversation une fois en la vivant, mais il va falloir que je la réécoute plusieurs fois. Donc, je pense que ça va être dans mes petits signets d'épisodes à réécouter plusieurs fois. Élisabeth, après toutes ces années à te suivre, je suis contente qu'on se rencontre. Merci d'être là. Merci vraiment. Oui, c'est ça, on se parlait avant, puis j'apprenais en fait que tu me connaissais, puis tu me suivais depuis plus longtemps que ce que je pensais. Mais moi, je suis une fan dans l'ombre. Tu sais, j'interagis pas avec les gens que je suis, mais je les admire vraiment beaucoup, puis je suis assez loyale avec les gens que je suis. Ça fait plusieurs années. Puis, en fait, j'ai envie, pour les gens qui ne te connaissent pas, un peu de connaître d'où vient ton intérêt envers l'enfance. Tu sais, qu'est-ce qui t'a allumé par rapport à l'enfance de tous les sujets de la planète? Ouais. Comme qu'est-ce qui, tu sais, l'éducation, l'enfance, qu'est-ce qui t'a allumé pour que tu aies été consacrée? Oui, dans le fond, je me souviens encore, quand j'avais 19 ans, j'étais allée faire le chemin de Compostelle. Hey, c'est jeune quand même pour faire ça. Oui, j'étais quand même pas mal la plus jeune sur le chemin, je me souviens. Puis, j'avais donc des longues conversations avec des gens qui venaient de partout, tu sais, dans le monde. Puis, tu sais, c'est comme le chemin de Compostelle, c'est un endroit où les gens viennent beaucoup se recueillir, où, tu sais, ils viennent de vivre des grandes épreuves dans leur vie. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait le constat qu'on avait tous des blessures qui provenaient de l'enfance. Puis au départ, je me suis dit, tu sais, il y a comme l'appel d'être une espèce de guérisseuse, puis de dire, est-ce que je vais aller comme étudier en psycho pour guérir, tu sais, comme les gens, puis les aider à traverser ces grandes épreuves-là. Puis là, à un moment donné, ça fait comme, ouais, mais ça provient toujours comme presque de la même place de l'enfance. Puis je me suis dit, est-ce que c'est un phénomène qui est naturel? Est-ce qu'on est censé comme avoir autant d'épreuves au début de notre vie où il y a comme une espèce de décalage? Puis là, rapidement, je me suis dit, bon, tu sais, si je veux travailler avec les enfants, qu'est-ce que je dois faire? Je dois devenir prof. Pour moi, c'était comme la seule avenue. Tu veux travailler avec les enfants, tu deviens prof. Puis ça, c'est quelques années plus tard, dans le fond, je me suis lancée au bac en éducation à l'UQAM, en enseignement préscolaire primaire. Puis honnêtement, durant la première année, j'ai fait comme « Ah! Mais qu'est-ce? Mais qu'est-ce? » Tu sais, justement, j'ai comme commencé à répondre à certains de mes questionnements. Puis il y avait juste quelque chose qui était tellement désaligné avec mon intuition puis avec mes impressions fortes de ce qu'un être humain avait besoin pour se développer. Fait que ça a été quand même tout un choc parce que justement, tu sais, moi, j'étais comme alignée pour travailler avec les enfants, puis l'appel était fort, mais ça serait pas dans ce cadre-là. Tu sais, ça, c'était vraiment clair pour moi. Puis à ce moment-là, dans le fond, ça a vraiment comme ouvert une espèce de boîte de Pandore. Puis ça a été comme le début d'une grande aventure merveilleuse qui me mène aujourd'hui où j'en suis, tu sais. Puis le désir est toujours aussi fort d'être proche des enfants, de prendre soin des enfants, de les comprendre fondamentalement. Mais c'est ça, comprendre l'enfant, c'est comprendre l'être humain, tu sais, à sa source la plus pure. C'est ça qui des fois, on oublie, j'ai l'impression. C'est comme si ça devenait une espèce de domaine en soi, l'enfance, mais c'est l'humain. Ouais. C'est les fondements de l'humain. Puis je pense que tu l'exprimes vraiment bien, là, en faisant comme, mettons qu'on descend, là, on voit comment les gens ont des blessures, là, puis là, on descend nos blessures, puis souvent, l'origine est dans l'enfance. Fait que d'aller s'intéresser à l'enfance, c'est s'intéresser à l'humain de façon plus large, là. Exactement. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, je me rends compte aujourd'hui à quel point, tu sais, dès que j'ai du temps libre, mon jeu dans la vie, c'est de m'intéresser à l'être humain, tu sais. Puis, dès que je m'intéresse à la psychologie, que je m'intéresse aux relations humaines, à comment on fait pour vivre ensemble, tout ça me ramène tout le temps à l'enfance. Fait que j'ai l'impression que c'est comme
ça a été beau pour moi parce que j'ai rapidement trouvé c'est quoi qui m'allume, puis c'est quoi qui fait du sens pour moi. Mm-hmm. Puis tu t'es impliquée pendant de nombreuses années. Je voyais ton nom dans plein d'initiatives. Ouais. Puis t'es vraiment... J'ai l'impression que tu es à l'avant-scène de cette espèce de mouvement-là, de repenser l'éducation, notre rapport à l'enfance, comment on fait les choses. Puis ouais, ben je voulais juste te le dire que tu étais vraiment une grande source d'inspiration pour moi comme parent. Là. Puis en même temps, une grande source d'inspiration et de confrontation, un peu, je pourrais dire, de faire comme « Oh, OK, moi, je pensais faire la bonne affaire. » Puis à travers ça aussi, dans les dernières années, tu as étudié en technique d'éducation à l'enfance. Tu n'étais pas allé finalement en éducation, mais tu es allé vraiment en éducation à l'enfance. Puis, je t'ai entendu parler de ton expérience dans le milieu scolaire. Puis ça m'a vraiment interpellée parce que tu es allé travailler dans une école, tu es allé les deux pieds dedans. Parce que, tu sais, c'est facile de parler de quelque chose de l'extérieur, puis là, comme le théoriser, puis de lire beaucoup de livres, puis de réfléchir, tu sais, d'être plus dans une approche qui est philosophique par rapport à tout ça. Mais après ça, quand on y va le matin, puis qu'on se lève, puis qu'on s'en va travailler avec les enfants, puis qu'on est dans le milieu, qu'est-ce que ça a été quoi tes constats? Comme qu'est-ce que tu as remarqué, mettons? Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'ai trouvé ça intéressant de partir justement de la philosophie, puis après de mettre les deux pieds dedans, parce que je suis comme arrivée dans l'école avec beaucoup de lumière, puis beaucoup de passion. Puis ça, je pense que c'est intéressant, c'est important. Puis il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le système d'éducation avec cette lumière-là, cet amour pour les enfants, cette envie de changer les choses. Et en fait, ce que tu réalises, c'est que ce système-là n'est pas conçu pour les êtres humains. Ce système-là est conçu pour faire fonctionner un système pour libérer, en fait, les parents, OK? Pour libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler. Puis, on se dit, bon, bien, tant qu'à faire, on va prendre l'occasion d'instruire nos enfants puis de leur transmettre des valeurs puis des compétences. Sauf que, dans les faits, c'est pas fait en profondeur, dans le sens que, pour moi, pour prendre soin de l'enfance, pour prendre soin des humains qui sont dans ce système-là, il faut comprendre, premièrement, c'est quoi les besoins fondamentaux, puis il faut mettre en place des outils, des structures pour justement venir y répondre. Et pour moi, un des besoins fondamentaux de l'enfance, c'est l'attachement. Un des besoins fondamentaux de l'humain, encore une fois, c'est l'attachement, le besoin de reliance, puis de se sentir en sécurité, déposé dans une relation. Puis ça a été comme mon premier constat, c'est oh my God, les ratios ont pas de bon sens. T'sais. Moi, personnellement, je suis éducatrice, donc dans ce milieu scolaire-là, je ne suis pas enseignante. Et donc, mes ratios sont plus importants. T'sais, par exemple, sur papier, là, c'est censé être un adulte pour 20 enfants, ce qui est déjà énorme. Puis parfois, le midi, je pouvais avoir à charge pendant 30 minutes 47 enfants à moi toute seule. Je peux même pas imaginer comment on peut être au courant de ce qui se passe avec 47 enfants simultanément, mettons. Ben tu peux pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas. Puis, tu sais, si je fais juste une petite parenthèse, quand j'ai travaillé en garderie, où là, j'avais à charge des bébés, ben là, c'était un adulte pour 5 bébés. On peut dire, bon, 5, c'est pas tant que ça, mais tu sais, c'est des bébés. OK? C'est des bébés. Fait que sur papier, c'est écrit dans le programme que l'attachement est super fondamental dans le développement de l'enfant. Il est super bon, notre programme, pour accompagner la petite enfance au Québec. Honnêtement, j'étais vraiment surprise. Je pensais rentrer aux études avec les points levés. Je pensais être toujours en débat avec mes enseignantes. Puis non, c'était des perles. Elle comprenait de quoi elle parlait. Elle mettait de l'avant vraiment les besoins fondamentaux. Mais encore une fois, c'est que tu arrives sur le terrain, puis les ressources sont pas là, les outils sont pas là. Fait que c'est-tu possible d'être attuned avec un enfant, avec les besoins d'un enfant? Mettons, là, on revient à notre exemple des bébés, avec 5 bébés en même temps. C'est pas possible. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'école, c'est possible d'être attuned avec les besoins de 47 enfants en même temps? Ben non, c'est pas possible. Vraiment pas. Mm. Puis,
comment t'as réagi, mettons, de le constater puis de le vivre? Parce que toi, tu pars avec toute ta bonne volonté, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu as envie d'incarner comme changement, comme qu'est-ce que tu as envie d'apporter, puis finalement, te rendre compte que c'est juste pas possible. Bien, ça vient avec un sentiment de frustration, d'impuissance, mais aussi une grande empathie. Parce que, justement, je pense que quand j'étais plus à l'étape philosophique de mon projet, il y avait parfois une espèce de jugement pour certaines collègues ou, tu sais, certains professionnels de l'éducation que je pouvais voir, justement, de loin. Puis, en me mettant dans leur basket, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que peu importe le nombre de livres que tu as lus, le nombre de podcasts que tu as écoutés, si ton système nerveux est complètement dérégulé, tu feras pas l'intervention que tu sais qui est la meilleure. Mm-hmm. Okay? Tu es en mode survie. Alors, toutes les interventions, tu sais, que en tant que parent, tu te sens coupable de faire, en tant qu'éducateur, tu te sens coupable de faire, la plupart du temps, c'est pas de ton bon vouloir, c'est vraiment ton système nerveux qui réagit en criant, en négligeant des besoins des enfants parce que tu n'as juste pas l'espace, en éteignant des feux, en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, ça a été ça, mon expérience à l'école. C'est une agitation constante de devoir éteindre des feux. Mm-hmm. Est-ce que, en tant que société, c'est ça qu'on veut? T'sais? Est-ce qu'on veut des êtres humains qui agissent à partir d'une agitation puis d'un mal-être? Ou on veut des enfants, des adultes qui partent, qui font leur travail à partir de cette lumière-là dont je parlais là, au début, quand je suis rentrée, c'était comme une espèce, c'est vraiment l'image, une espèce de lumière qui te pousse à être avec les enfants. Moi, en tout cas, en tant que future maman, j'espère que les adultes qui vont être dans la vie de mes enfants vont pouvoir baigner dans cette lumière-là au lieu d'être en mode survie. Mm-hmm, mm-hmm. Puis comme tu le nommes, c'est pas un problème individuel, c'est un problème de structure aussi, puis ben, comme tu dis, de ratio, de manque de ressources. Puis je pense que c'est ça aussi qui devient de plus en plus évident quand on entend les professionnels, les gens qui sont dans le milieu, de faire comme « Hey, c'est pas qu'on veut pas, là. C'est parce que c'est juste que ça fonctionne pas. On n'a pas accès à ce dont on a besoin, nous, comme adultes, pour être capable d'amener ce qu'on a envie d'amener dans la vie des enfants. Puis il y a comme des choix plus globaux à faire, là, tu sais, de parler de notre système. Puis pour revenir à ce que tu nommais du rôle de l'école, puis comme à quoi ça sert, puis comment on a conçu l'école, je pense que ça aussi, c'est quand même un point tellement important là, de faire quel besoin ça remplit. Est-ce qu'on est justement sur les besoins des enfants ou sur nos besoins en tant que société pour que ça roule puis que les parents puissent contribuer à l'économie? Là? Fait que, de juste avoir aussi cette lucidité-là, de se l'avouer. Là, comme, parce que moi, j'ai cette réflexion-là avec d'autres parents. On se dit comment on a envie de faire l'école maison, on a envie d'être dans d'autres genres de structures pour l'éducation de nos enfants. Puis la question qui revient souvent, tu sais, comme on en parle, tu sais, quand on parle de façon hypothétique, très lointaine, c'est super le fun, tout le monde est bien excité. Puis là, on est comme, OK, mettons qu'on met la prochaine... Là, mettons qu'on fait quelque chose. Puis là, tout le monde est comme, ben oui, mais moi, j'ai du travail. Ben oui, mais moi, je peux pas faire ça, là. Ouais. Puis on se rend compte de tout ce qui fonctionne pas, tu sais, pour peut-être mettre en place des modèles qui sont différents. Puis là, tu fais... Ah, OK, donc le système scolaire est lié au système de façon plus globale. Puis là, comme tu tires sur un fil, puis là, t'es comme, ah, OK, c'est que d'abord, ça va impliquer vraiment, vraiment d'autres parties de nos vies. Puis là, ça devient vraiment inconfortable. Fait que ça fait que, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai réinscrit ma fille à l'école. Oui, exactement. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant de réfléchir l'éducation en prenant de la perspective comme justement un des éléments du grand système de nos vies, tu sais. Puis, tu sais, dans les dernières années, avec des belles rencontres que j'ai faites, dont, tu sais, par exemple, mes amis Marc-Claude Vincent des Vivaces, tu sais, on s'est beaucoup questionné sur comment le style de vie vient, dans le fond, impacter nos choix. Puis, tu peux pas réfléchir l'éducation de tes enfants dans une petite case séparée. Tu sais, tu peux pas te lever un matin puis dire, OK, là, on parle de l'école, on parle de l'éducation de nos enfants. Ça nécessite
de parler de valeurs familiales, ça nécessite de parler de culture familiale, ça nécessite de parler de style de vie, c'est quoi notre rapport au travail, c'est quoi notre rapport au quotidien, c'est quoi notre rapport à la communauté. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entamer, je pense. Puis on est vraiment rendu là. En tout cas, c'est sûr qu'on est toujours dans une chambre d'écho. On en parlait un peu avant l'enregistrement, mais moi, en tout cas, pour être dans le domaine de l'éducation depuis peut-être une dizaine d'années, là, j'ai de plus en plus de messages de parents qui me disent OK, on est prêt. Puis on est prêt à aller faire les gros moves. Justement, de déménager de la ville, s'en venir en communauté, puis de tout repenser. Le seul piège, je pense que c'est de penser qu'on va pouvoir tout faire ça en une génération. Je pense que c'est vraiment important de réaliser qu'il y a tellement de choses à déconstruire et à construire que ça va prendre du temps. Puis je pense que l'idée, c'est justement de commencer à faire des pas tranquillement dans cette direction-là, avec humilité, mais avec confiance aussi. Puis moi, c'est ce que je sens que je suis en train de faire. De commencer par des pas puis de tendre vers plutôt que de se dire, là, on shake la structure, on démolit tout ce qu'il y a puis on repart dans quelque chose de complètement différent. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis je pense que c'est correct. Il y a eu des étapes dans mon parcours où j'étais peut-être un peu plus réactive, plus dans une espèce d'énergie de militante. Puis ça fait partie de mon cheminement. Là, je me sens moins à cet endroit-là. Je me sens plus à aller chercher des outils, puis justement à partager ce que je comprends, puis à tester des affaires, puis, ben c'est ça, finalement, tu réalises qu'en testant des affaires, des fois, ça t'amène à des endroits que tu pensais pas aller, justement. Quand j'ai travaillé dans une école, c'était comme « Oh, j'ai un système nerveux, moi! Ah, faut que j'apprenne à prendre soin de cette affaire-là, mon système nerveux, tu sais. » Fait que oui, il a t'enlevé de cet environnement toxique-là. Là, je suis désolée de le nommer comme ça, mais pour moi, c'est ça. D'être au quotidien dans un environnement qui ne prend pas soin de tes besoins fondamentaux, pour moi, c'est toxique. Puis je pense que en plus de faire des changements, si on veut, au niveau de l'environnement, bien, c'est intéressant aussi d'aller se rencontrer à l'intérieur, puis de voir, OK, j'ai envie de prendre soin, justement, de comprendre mon système nerveux, comment il fonctionne, comment je peux aller le nourrir au quotidien. Puis moi, c'est un travail que je fais aussi avec les éducateurs, les parents avec lesquels je travaille aujourd'hui, parce que c'est ça, le changement, il vient de l'extérieur par les choix qu'on fait dans notre quotidien, puis il vient aussi de l'intérieur, puis c'est une espèce de danse entre les deux. Fait que je trouve ça intéressant de faire ce pont-là. Mais de réaliser qu'on est autant le produit de notre environnement, puis de la société, puis des croyances, puis plein de choses, puis en même temps aussi que nous, on va avoir une influence sur l'environnement en prenant du temps à l'intérieur de soi, puis en prenant conscience qu'on a un système nerveux, puis que quand on agit d'un système nerveux régulé, nos interventions sont peut-être différentes. Puis quand tu parles aussi de... Quand tu nommes que l'éducation puis l'école, c'est pas juste comme un petit morceau, ça s'inscrit dans un écosystème, puis tu te décris comme permacultrice de l'enfance, puis j'aime beaucoup cette image-là parce qu'on se relaie à la nature, puis on est comme, ah ben oui, c'est ça, les choses sont en interaction constante, là, il y a rien qui fonctionne tout seul, là, ça c'est une belle illusion de notre société, là, mais comme en indépendance totale, là, il y a une interdépendance entre tous les systèmes, puis je t'entendais dans ton podcast raconter que tu as fait une lecture qui t'a un peu comme secoué, puis qui t'a, je pense, permise d'avoir un autre regard sur l'enfance. Puis j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. C'est Dr. Gordon Neufeld qui a écrit son livre le plus connu, c'est Hold On to Your Kids. Il a écrit un livre, en fait. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres? Bon, en tout cas, c'est celui que je connaissais. Fait que je me disais, il doit en avoir d'autres, ce monsieur-là, qui a coécrit avec Gabor Maté, qui est très connu en ce moment, à propos des traumas, puis de la normalité, puis tout. Mais comment est-ce que cette lecture-là te fait changer de perspective, puis tu sais, comment concrètement, tu sais, je t'entendais dire, il y a des affaires avec lesquelles j'étais plus à l'aise, c'était même comme
effacer des épisodes de podcast. Là. Je suis comme, OK, là. Il y a eu quand même une grande transformation. Tu sais, comme qu'est-ce que ça a changé en toi? Puis qu'est-ce qui l'amène, Neufeld, que tu as fait comme, oh, là, OK. Oui, c'est ça. Changement de paradigme. Bon, on recule en arrière. Fait que tantôt, je parlais un petit peu de ma mouvance plus militante. Ouais. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu cette perception-là qu'il y avait une dynamique d'oppression entre les adultes et les enfants. Ça a été ma perception. Je dis pas que je suis plus du tout alignée avec ça parce que je pense qu'il y a de l'abus de pouvoir partout où il y a du pouvoir. Puis c'est encore... on en voit encore fréquemment des abus de pouvoir envers les enfants. Sauf que à travers cette réaction-là, qui venait aussi d'enjeux personnels et intérieurs, j'ai comme tourné un petit peu les coins ronds, puis je trouve que j'ai fait des amalgames, puis j'ai voulu redonner donc tout le pouvoir aux enfants. OK? Parce que c'est vrai qu'en tant que société, on downgrade un peu les réelles capacités des enfants. Je pense que ce sont des géants, les enfants. Puis, en fait, je suis vraiment contente de toute l'exploration que j'ai faite durant ces années-là parce que c'est ça que ça m'a fait comprendre. OK, les enfants ont un potentiel extraordinaire. Puis, en explorant justement à quel point les enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin pour se développer, bien là, ça m'a fait rencontrer le jeu libre. Ça me fait comprendre à quel point un enfant a tous les instincts nécessaires pour s'auto-éduquer. OK? C'est vraiment super intéressant, notamment avec le psychologue Peter Gray qui parle beaucoup de ça dans son livre Libre pour apprendre. Mais donc, ça a vraiment shifté ma perception de comment un enfant se développe et apprend. Puis ça, je le garde à tout jamais. L'endroit où Gordon Neufeld est venu apporter des nuances pour moi, c'est que j'ai réalisé à quel point c'était important qu'un adulte reste présent dans la vie d'un enfant et ce, jusqu'à sa pleine maturité. Okay? Puis la pleine maturité, on parle d'environ 25 ans. Ah ouais? Puis même, j'ai envie de dire, toute la vie, OK? Parce qu'on a besoin de nos parents toute la vie de différentes façons. Bien entendu, ça bouge avec le temps. Mais c'est important d'avoir une génération qui est plus mature que soi, vers qui on peut se tourner. Malheureusement, on a des parents qui ont des blocages de maturité de nos jours, puis ça fait en sorte que des fois, on se retrouve à être plus mature que nos parents, puis ça crée comme toutes sortes d'enjeux. Mais la nature, elle avait mis en place les dispositifs naturels qui sont là, qui nous permettent justement de nous appuyer sur des figures d'attachement qui ont cette solidité et cette maturité-là. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que il y a un phénomène qui est de plus en plus répandu à travers la société qui s'appelle l'orientation par les pairs. C'est-à-dire que les enfants, étant donné qu'ils sont de plus en plus éloignés de leur famille durant la journée, les enfants vont de plus en plus tôt à la garderie. Moi, quand j'étais à la garderie, je prenais soin d'un bébé de 3 mois qui arrivait à 8 heures le matin puis qui repartait à 5 heures. Ensuite de ça, les enfants aussi, comme je le disais, à l'école, ils sont dans des groupes d'enfants du même âge. OK? Fait qu'encore une fois, tu sais, dans la nature, tu es censé être en multi-âge. C'est-à-dire que, tu sais, un petit bébé est censé être avec ses frères, ses sœurs, ses cousines un peu plus âgées que lui, ainsi de suite. Les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. C'est comme ça dans les tribus de chasseurs-cueilleurs. On est en groupe multi-âge. Mais là, on se retrouve dans une classe où finalement, tous les enfants sont du même âge, puis il y a une figure d'attachement mature. OK? Donc, comme je disais tantôt, pour refaire un pont, on arrive et les ratios sont complètement décalés des réels besoins. Ce qui fait en sorte que l'enfant, par survie, va devoir s'attacher à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc là, il va se tourner vers les personnes qui sont le plus proches et qui ressemblent le plus à justement
une figure d'attachement mature, ben ça va être leurs amis. C'est la personne qui est là, qui est à côté d'eux. Et durant... C'est vraiment un page-turner, je trouve, ce livre-là, parce que Gordon Neufeld puis Gabor Maté, ils réussissent vraiment à te faire comprendre un simple dérèglement comme ça peut venir impacter tellement d'éléments. C'est ça qui est très déclenchant dans cette lecture-là. Là, je t'en parlais un petit peu comme... Moi, je l'écoutais en livre audio, ce livre-là, puis je devais faire pause. Là. Puis là, je me rendais compte que je respirais plus. J'étais comme, OK. Premièrement, parce que ça me renvoyait à tout... Puis je pense que c'est ça aussi la force du livre, à tous les manquements que moi, j'avais vécus comme enfant, tu sais, sur lesquels j'arrivais pas à mettre des mots. Fait que là, j'avais comme un peu à intégrer ça. Et après, je devais composer avec ma grande culpabilité parentale, de me rendre compte de tout ce que j'étais en train de mettre en place, puis de faire, puis les choix que je faisais comme parent, comment... Ben, en fait, je mesurais l'impact de ce que ça allait avoir sur l'impact que ça allait avoir sur ma fille. Puis là, il y avait immensément de culpabilité. Puis c'était difficile de vivre ces deux affaires-là à la fois. Prendre soin de mon enfant intérieur qui était comme... Puis en même temps, incarner la figure parentale que j'ai envie d'incarner. Fait que c'est une lecture qui est vraiment, comme tu dis, c'est un page-turner, mais tu sais, il faut arriver prêt à se remettre en question dans cette lecture-là. Fin de ma parenthèse. Non, honnêtement, absolument. Puis, tu sais, j'ai donné une conférence sur le sujet cet été au Festival Enfanter l'évolution. Puis, il y avait plein de gens qui pleuraient dans la salle. Puis, j'ai été étonnée, mais la plupart des gens qui venaient me voir, ils pleuraient pas à partir du parent, mais à partir de l'enfant puis de l'adolescent qui ont été. Parce que tout à coup, c'était comme une espèce de map qui leur faisait prendre conscience de ce qu'ils avaient vécu. Puis c'est tout le génie pour moi de Gordon Neufeld, c'est que il va pas s'enfarger dans les détails. C'est un théoricien qui a réussi vraiment à comme bâtir une espèce de map, un paradigme qui t'aide vraiment à retourner à la base. OK? Fait que moi, honnêtement, je le recommande malgré tout l'inconfort que ça peut faire vivre. Puis la culpabilité, parce que souvent, j'aime bien donner l'exemple. Pour moi, la culpabilité, c'est un signal qui est vraiment important. Puis je trouve qu'on est beaucoup dans une culture où on va amoindrir ce qu'on a à dire parce qu'on ne veut pas faire ressentir de culpabilité. Mm-hmm. C'est comme... c'est partout, là. C'est vraiment partout. Puis, j'avais fait un épisode à un moment donné où je parlais, sur mon podcast, où je parlais justement du fait que moi, j'aimerais ne pas envoyer mes enfants à la garderie. Et je donnais l'image, justement, de quelqu'un, tu sais, qui court. Puis là, à un moment donné, il se met à avoir mal aux pieds. OK? Bien, là... spontanément, c'est comme un signal qui est envoyé par le corps, une douleur, OK? Fait que, tu sais, naturellement, ce signal-là, il sert à quelque chose. Ça veut dire, arrête-toi, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je m'arrête, j'enlève mon soulier, je vois qu'il y a une roche dedans. OK? Fait que là, je vais enlever la roche, je vais me réajuster, puis après ça, je vais continuer mon parcours. Pour moi, la culpabilité, c'est un petit peu la même chose. Si je fais juste dire... ben non, c'est pas grave. Tu sais, tout le monde a mal quand il y a une roche dans son pied. Fait qu'on continue à courir, tu vas voir, ça va passer. Un peu comme justement les parents qui vont dire « Ah, mais c'est normal que tu pleures quand tu vas laisser ton enfant à la garderie. OK, tu vas voir, ça va passer. » Fait que là, le parent, il fait comme « OK, ben c'est bon, d'abord, je suis normale. Fait que je vais continuer, tu sais. » Mais à quelque part, c'est comme... si tu continues à courir puis à marcher avec cette petite roche-là dans ton soulier, ça peut faire une blessure qui est vraiment profonde. Mm-hmm. Fait que pour moi, la culpabilité, c'est signe qu'on est un parent qui est vraiment aligné avec ce leadership-là, puis qui est aligné avec les réels besoins, les instincts. Et c'est important de l'écouter. Par contre, c'est important d'accueillir les émotions qui vont émerger avec cette culpabilité-là. L'idée, c'est pas de passer tout de suite à l'action. Bien sûr, ça nous fait vivre des choses, puis c'est vraiment important de ressentir. Puis Gordon Neufeld explique que justement, c'est quand tu ressens ton impuissance, que tu ressens tes émotions,
qu'il va y avoir de l'espace pour que tu puisses t'adapter à la situation, que tu puisses devenir résilient. OK? Fait qu'en tant que parent, c'est important aussi de la ressentir, cette culpabilité-là. Pas juste de la fuir puis de dire « Ah non, c'est pas de ma faute ». C'est pas de dire que c'est la faute ou pas de personne, mais c'est juste de voir, OK, il y a un signal. Fait qu'on va l'écouter. Ouais, je touche à une émotion qui veut m'envoyer dans une direction, en tout cas, m'amener vers un certain changement. Puis dans le livre, tu sais, là, t'en parles de l'orientation par les pairs. Oui. Là, mettons, ça serait quoi des signes que l'orientation par les pairs... Tu sais, mettons que notre enfant s'oriente avec ses pairs. Ouais. Puis, c'est quoi, tu sais, de dire, OK, c'est important, là, c'est pas anodin. Tu sais, c'est quoi les impacts de l'orientation par les pairs? Je pense qu'on peut faire le chemin mental nous-mêmes, là, en mettant l'épisode de podcast sur pause puis le voir, là, c'est quoi l'implication de ça. Mais si tu nous le résumes un peu comme pourquoi c'est important ce morceau-là dans l'équation de notre société de façon large. Là. OK. Fait que d'abord, avant de parler un peu des signes, là, pourquoi c'est important? Justement, je viens de parler de l'importance de vivre ses émotions dans la vie. Okay? Ce qui nous permet de prendre la maturité dans la vie. Okay? Puis en tant que parent, c'est comme pas mal notre mission première de faire en sorte que le petit individu qu'on a à charge, il se déploie, qu'il se développe, qu'il atteigne son plein potentiel et donc qu'il mature. Okay? Mais pour ce faire, il doit ressentir ses émotions. Mais pour ressentir nos émotions, on doit se sentir en sécurité. OK? Fait que si on est dans un contexte comme à l'école où on a les personnes qui nous accueillent autour de nous au quotidien, ils ont autant peu de maturité que nous, ben on ne se sentira pas à l'aise de dire « j'ai peur », de dire « oh, ça me fait mal », tu sais. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réprimer nos émotions. OK? Puis là, malheureusement, tu sais, il y a eu un moment dans la vie où les enfants revenaient à la maison, puis ils ouvraient leur cœur, puis là, ils disaient à leurs parents qu'est-ce qu'ils avaient vécu, puis ils pleuraient, puis là, finalement, ben au moins, tu sais, il y avait comme le petit système d'adaptation se remettait en route. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, les enfants, ils arrivent à la maison le soir, ils ont encore un lien avec leurs amis parce que ben, ils sont sur les réseaux sociaux. Tu sais, avant, justement, c'était comme... les enfants étaient protégés de leur relation amicale qui les empêchait de ressentir leur vulnérabilité parce que le soir, justement, il n'y avait pas de contact. Mais là, ce contact-là continue. Ensuite de ça, les parents sont de moins en moins présents, souvent sont brûlés à bout. Les enfants ont des devoirs à faire. Les enfants ont des cours parascolaires. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se déposer puis connecter avec le parent. Puis c'est à travers cette connexion-là, justement, que l'enfant va retrouver sa sécurité. Fait que ça, c'est une première chose. Puis, en fait, ça peut sembler banal, mais une fois que la vulnérabilité est coupée, ça amène toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de défis. Par exemple, beaucoup d'enjeux d'agressivité. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que une chose qu'on entend beaucoup, c'est que les enfants de nos jours sont de plus en plus violents. Tu sais, il y a beaucoup de violence dans les écoles. Pitch des chaises. Exactement. Oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Puis on entend aussi beaucoup, les enfants d'aujourd'hui, ils ont plus d'attention. Tu sais, ils sont tous TDAH. Mais c'est intéressant parce que le réel TDAH, ça existe, OK? Mais c'est aussi un mécanisme de défense d'attention, OK? Fait que ça se peut aussi que ton enfant soit juste en hyper-vigilance, OK? Puis que, justement, il ait besoin de protéger son attention de toutes sortes de façons. Fait que là, tu te retrouves avec un enfant qui vit de l'agressivité, puis tu sais, l'agressivité poussée à son extrême dans un contexte, puis là, ça va être super important et clé, en fait, à comprendre, c'est que l'attachement, OK, c'est une force qui est polarisante. Fait que tu ne peux pas t'attacher à tes amis et à tes parents en même temps lorsque ton cerveau est immature. C'est un ou c'est l'autre. OK? Donc, si tu veux rester connecté à tes amis, parce que
c'est rendu là, la figure d'attachement au quotidien, tu dois repousser tes parents. OK? Et c'est là la clé. Si ton enfant vit des choses, il se referme sur lui-même et en plus de ça, il vit de l'agressivité, il y a un blocage en maturité parce qu'il ne ressent plus ses émotions. Fait que là, il ne prend pas toujours des bonnes décisions. Et là, quand il est dans le pétrin, ben, il ne se tourne plus vers toi pour avoir des conseils. Il va se tourner vers des amis aussi immatures que lui. C'est un cercle vicieux, en fait, sans fin. Et puis, justement, poussé à l'extrême, cette agressivité-là peut se retourner vers soi-même. Puis, les taux de suicide ont augmenté chez les jeunes, puis c'est pas pour rien. Ben, tu sais, quand ta figure d'attachement là, est complètement immature parce qu'elle a 7 ans, elle aussi, là, puis que là, une journée, elle est comme, garde, tu m'as pas... Ben, là, je donne un exemple parce que, en tout cas, je veux pas m'approprier l'histoire de ma fille, mais tu sais, j'entends des histoires des fois de comme, ben là, une telle avait promis qu'elle allait apporter un bon malève, elle l'a pas apporté à l'autre, fait que là, ils sont plus amis. Puis tu sais, là, imagine ta figure d'attachement principale comme enfant te rejette pour un... pour un conflit d'enfants, là, qui est complètement normal, mais c'est ça aussi. C'est comme, imagine les conséquences quand c'est un ami comme un autre, ça va, tu as comme une force de résilience, je pense, qui peut... Tu viens débriefer ça avec tes parents, tu dis que tu as eu de la peine, tu peux nommer ça, mais là, tu n'as pas ça, c'est ta figure d'attachement qui fait « c'est terminé, on n'est plus amis » ou « je t'inviterai pas à ma fête ». Les impacts émotifs pour un enfant. Tu sais, des fois, moi, j'écoute ma fille parler, puis je me dis comme adulte, mais voyons, c'est pas grave, là. Puis en même temps, je me dis, mais non, mais c'est le centre de son monde en ce moment parce que ce sont ses figures d'attachement, là. Exactement. Fait que tu l'as super bien dit, Vanessa, c'est que des banalités deviennent complètement destructrices. Merci. Parce que, en fait, ce n'est plus vécu dans le bon contexte. Puis là, justement, mettons... ta meilleure amie, elle a 13 ans, c'est avec elle, en fait, que c'est elle qui est ta sécurité, tu te confies à cette personne-là, c'est vraiment elle au quotidien. Puis là, elle décide d'embrasser ton amoureux, ton nouvel amoureux, puis là, trahison, OK? Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu as coupé le contact avec tes parents, tu leur parles plus à tes parents, tu n'as plus ce lien-là avec eux. Puis, en fait, ce qu'on réalise, c'est que c'est un phénomène qui est tellement normalisé. Mais tu sais, Gabor Maté en parle beaucoup de ça, de dire, c'est pas parce que c'est normal que c'est sain. OK? Notre culture nous a amené à penser que c'est ça, l'adolescence. Mais c'est... Des ados qui se coupent, puis qui sont en crise, puis qui sont en réaction à leurs parents, là. Exactement. Mais tu sais, tous les phénomènes là, de clics, là, les skaters, les emos, les ci, les ça, c'est tout en fait, des phénomènes grégaires. C'est vraiment le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment d'être vu. Il y a plusieurs racines à l'attachement. Une de ces racines-là, c'est la similitude. Okay? Le fait de se sentir pareil, de se sentir comme ton ami, ça va te donner justement un sentiment d'être relié. Puis c'est la façon de se connecter à l'autre qui est la moins vulnérable. OK? Fait que souvent, on va dire à quelqu'un qui veut créer un lien d'attachement avec une autre personne, commence par là, essayez de voir c'est quoi vos intérêts similaires, c'est quoi qui est pareil. Fait que là, dans une culture où la vulnérabilité, en fait, est comme effrayante, parce qu'il n'y a plus le contexte pour vivre cette vulnérabilité-là, OK? Puis, tu sais, mini parenthèse, aussi dans les écoles, on craint beaucoup la vulnérabilité parce que les émotions, c'est ce qui amène des comportements dérangeants. Fait qu'on va beaucoup écraser les émotions des enfants. On va leur demander de se calmer. On va les punir lorsqu'ils ont des émotions. Fait que ça aussi, ça contribue là, à faire en sorte que les enfants se coupent. Mais donc, les jeunes vivent dans une culture où la vulnérabilité n'est pas de l'avant et donc vont s'attacher de façon très superficielle les uns envers les autres. Puis justement, tout ce phénomène-là de gang, de cliques qui se referment les unes sur les autres, il n'y a
il n'y a rien de naturel. Tu es censé faire ça envers ton clan, envers les membres de ta famille, mais c'est comme la nature, elle, s'il y a du vide, elle va le remplir. Fait qu'elle va trouver d'autres endroits pour aller combler, si on veut, cette pulsion-là. Et donc, on a ouvert quelques parenthèses, mais si on revient... Est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse? L'analogie qui me parle, c'est tu sais, des fois, moi, je regarde des vidéos d'animaux cute là, sur Instagram. Puis là, tu sais, des fois, il y a comme, on a recueilli un bébé canton, tu sais, qui était tout seul. Puis là, finalement, il devient comme, il chill avec les poules, puis il pense qu'il est une poule, ou il pense qu'il est comme rendu d'autres choses. Mais c'est un peu ça qui se passe avec les jeunes. C'est comme de faire, bon, ben je vais aller vers ma figure d'attachement qui est quelque chose qui me ressemble, là, qui est en mouvement. Bon, ça va être ça. Fait que c'est un peu ça qui se passe, tu sais, de faire comme, il y a un vide, il faut, c'est primaire, là, c'est comme l'attachement, vraiment. L'attachement, c'est même plus important que la nourriture, parce que justement, nous, on est le mammifère le plus vulnérable à la naissance, OK? On est comme au stade du fœtus, là, par rapport à d'autres espèces. Fait que pour nous, notre lien de sécurité, ce qui nous éloigne de la mort, c'est la relation. Okay? Puis là, après ça, tu commences à réaliser autour de toi, tu regardes les réseaux sociaux. Okay? C'est un phénomène immense par rapport à ça parce que les jeunes, justement, ne sont plus dans leur vulnérabilité. Ils veulent, ils en mangent, ils ont besoin de relations. Mais leurs relations sont super superficielles, justement, parce que c'est souvent dans des plateformes comme ça. Donc, ils ont l'impression de venir combler leurs besoins d'attachement parce qu'ils sont en lien avec un tel, une telle qui les a followés. Moi, j'ai l'air d'une matante. Il les a là. Followé, là! J'ai vraiment l'air d'une matante. Mais donc, ils ont cette impression-là, sauf que fondamentalement, le besoin n'est pas comblé. Le besoin d'être vu par papa, par maman, par ses parents, peu importe, est tellement nécessaire. Puis là, ça va être projeté sur plein de gens qui sont inconnus. Puis c'est ça un peu le phénomène influenceur de je veux être vu à tout prix, d'être YouTuber à tout prix. Bien, il y a ça. J'ai besoin d'être vu parce qu'on est censé être vu par nos parents. C'est une façon... C'est vraiment comme ça qu'on s'attache profondément. Mais là, on pitch ces besoins-là dans plein de contextes par rapport, ce qui crée une espèce de culture un peu, une espèce de dystopie. Là. C'est vraiment ça. C'est fascinant de regarder comment la société se développe en ce moment. Oui, mais parce que tu parles de tout ça, puis je comme elle parle des adolescents, mais ça s'applique très bien à ma vie. Là, mon besoin d'attachement, mon besoin d'appartenir puis d'être vu, il est comme semi-nourri, on va dire, par exemple, les réseaux sociaux, mais aussi par d'autres affaires, d'autres groupes auxquels j'appartiens, puis qu'on appelle ça, puis je mets des gros guillemets, là, une communauté. Là. Mais tu sais, de me dire comme, ben là, j'ai ma communauté en ligne, mais c'est pas réel parce que j'ai besoin d'être vue dans mon entièreté, tu sais, d'humaine, là, de Vanessa au complet, mais dans ces groupes-là, dans ces réseaux-là, je monte juste un petit bout. Fait que là, je suis comme... Je goûte un petit... C'est comme manger de la sucralose, là, ou un faux sucre. Là, t'es comme... sentiment de satisfaction, mais ça me nourrit pas pour vrai. Fait que tu nommes ça, ce besoin-là, mais oui, c'est pour les enfants, oui, c'est pour les adolescents, mais aussi en tant qu'adulte. Puis je pense que on peut l'élargir à la société au complet, parce que moi, je me regarde, je suis comme... lalou, c'est ça, ce besoin-là qui est criant en moi d'appartenir, d'avoir un attachement qui est sécurisant, que je trouve nulle part, puis que j'essaie de combler par plein de patentes qui sont comme des fois m'acheter du linge aussi. Je vais être vue d'une certaine façon. Tu sais, il y a comme, je pense qu'on peut aussi vraiment tracer des parallèles avec notre propre vécu d'adulte. Absolument. Puis, tu sais, justement, parce que nous-mêmes, on a vécu l'orientation par les pairs, là, c'est pas un nouveau phénomène. Tu sais. Fait que nous aussi, on a été victimes de ça. Puis, ça crée des blocages dans la maturité. Ça crée justement... ça peut créer des petites obsessions même par rapport à l'attachement. Puis ça fait que oui, souvent, on a nous-mêmes ces choses-là. Puis je pense que c'est vraiment beau, justement, en tant que parent ou d'éducateur, de voir ça de soi. Puis ça me touche que tu parles justement des réseaux puis des pseudo-communautés. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment
en vogue en ce moment. Beaucoup de marketing sur « Viens rejoindre notre communauté ». Puis il y a quelque chose de beau. Je veux pas juste cracher là-dessus. Je pense que c'est le fun de se réunir avec des gens qui ont des valeurs similaires à nous. Mais le danger, c'est de remplacer ces communautés-là, puis moi, j'appelle ça plus des réseaux, ces réseaux-là par des réelles communautés. Tu sais, quand c'est rendu que tu passes plus de temps à nourrir ton lien avec des gens que tu vois pas, qui ne te voient pas pleurer en bobette chez vous, qui sont pas au courant vraiment de qui tu es profondément, qui voient juste la part de toi, tu sais, justement, qui est sur les médias sociaux. Ou ton rôle, tu sais, mettons, j'ai un cercle de femmes d'affaires, là, ben c'est comme Vanessa la femme d'affaires qui va là. J'en ai pas, là, soit dit en passant, mais comme c'est une partie quand même, puis ça se peut que tu sois vulnérable dans ton rôle de femme d'affaires dans ce cercle-là, mais il n'y a pas tout le reste de qui tu es, tu sais. Puis tu sais, les enfants, ils vivent ça, tu sais, l'école, c'est un réseau, c'est pas une réelle communauté. C'est l'élève, dans le fond, l'adulte va être en contact avec l'élève, ne sera pas en contact avec l'essence et l'âme complète de cet enfant-là. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement important. Moi, je me souviendrai toujours, puis j'en parle dans un des épisodes, il y a une grand-maman qui est venue chercher son petit garçon dont j'avais la charge. Puis quand elle l'a vu, son regard, j'ai compris que, tu sais, pour moi, c'était peut-être juste le petit, mettons, Elliot. Mais pour elle, là, c'était le grand Elliot. C'est le petit bébé que la famille a rêvé, tu sais, qui est tout son univers, tout son monde. Et pour moi, c'est dans ce contexte-là que les enfants devraient grandir, entourés d'enfants qui les voient comme ces géants-là qu'ils sont. Mais malheureusement, c'est ça, à l'école, il n'y a pas de place pour tout l'être de l'enfant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis malheureusement, l'école va aussi fragiliser la famille, tu sais, parce qu'elle prend un rôle qui dépasse même, tu sais. Justement, il y a beaucoup de parents qui disent « Mon Dieu, tu sais, finalement, je me retrouve le soir à encore devoir, tu sais, nourrir l'école avec les devoirs, avec des projets parascolaires. » Même dans les écoles alternatives, tu sais, il y a beaucoup de travaux communautaires à faire, tout ça. Mais c'est comme ça fragilise aussi la famille, puis de répondre aux réels besoins d'attachement de l'enfant. Puis pour moi, le contexte dans lequel un enfant se développe sainement, ce serait justement en restant dans sa famille, tu sais. Fait que c'est vraiment un phénomène qui est complexe, qui est ultra répandu, mais moi que je trouve profondément alarmant, puis on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ben c'est parce que, comme tu nommais, vu que c'est normal, oui, c'est ça. Vu que c'est répandu, on est genre, ben c'est de même que ça se passe. Ouais. C'est comme ça. C'est la nature. C'est la nature. Tu sais, un ado, ben il revire de même à un moment donné parce qu'il veut s'individuer. Puis, tu sais, c'est son processus naturel d'adolescent. Mais de faire, non, la crise d'ado, elle est optionnelle. Tu sais, c'est pas nécessaire que ça se passe comme ça se passe en ce moment. Tu sais, puis de prendre un petit peu de recul par rapport à notre normalité, puis de se dire, mais ça, et si c'était différent? Puis là, d'aller, je trouve que c'est ça aussi que tu fais dans ton processus, c'est d'aller regarder des exemples où ça a été différent, peut-être historiquement, ou tu sais, de regarder aussi comme, on n'est pas juste en train de le théoriser, là, ça peut être différent. Puis mettons, là, les gens qui sont en train d'écouter ça, là, là, sont comme, OK, premièrement, moi, je pensais que l'attachement, c'était le pot à pot avec mon bébé quand il naît, puis après ça, c'était comme, ça, c'est fait, mais attachement, check. Mais comme qui réalise, OK, ben là, il y a comme quelque chose par rapport à l'attachement qui perdure, là, puis qui va perdurer pour plusieurs années, puis qui est important de maintenir le lien d'attachement. C'est un besoin qui est fondamental. En ce moment, notre culture, notre façon de vivre permet pas que le lien d'attachement le plus sain soit maintenu. Mettons qu'il y a un parent qui est comme moi, inconfort, présentement, inconfort. Je suis comme, ça, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, ou tu sais, qu'est-ce qui...
de se dire peut-être, bon, on va peut-être pas révolutionner tout ça puis sortir nos enfants de l'école demain. Puis mais justement, quand tu parlais de ça va peut-être se passer dans la prochaine génération, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire comme pour tendre vers? Puis est-ce qu'on peut juste sortir du désespoir 2 secondes, prendre une petite respiration puis se dire comme, il y a moyen de rétablir le lien d'attachement. Tu sais, mettons notre canard, pas notre canard, notre enfant. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Notre canard s'est attaché à un chien. Comment est-ce qu'on peut briser ça? OK, fait que notre enfant, en ce moment, sa figure d'attachement, c'est son autre ami qui a 7 ans, qui tripe sa Reine des Neiges. C'est pas vrai, il tripe plus sa Reine des Neiges à 7 ans, mais en tout cas, qui tripe, tu sais, comme on le voit, là, puis on prend conscience de ça. Est-ce que c'est réversible? Oui? Il n'est pas trop tard, là. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je dirais, c'est parce qu'il faut défaire des croyances. D'abord, la socialisation, OK? Tu sais, il y a des parents, là, tu sais, leur enfant a 1 an, puis ils sont comme, bon, là, il va falloir que je le sociabilise. Puis là, c'est comme, attends une minute, là. Ton enfant, il a besoin de s'enraciner dedans toi. OK? Moi, c'est l'image que j'aime donner. Dedans toi. Et ça va lui donner la confiance ensuite d'aller vers les autres puis d'aller vers le monde. Avant l'âge de 3 ans, OK, l'enfant ne joue pas réellement avec les autres. OK? Ça, c'est vraiment un mythe, là. C'est comme, on fait du jeu parallèle qu'on appelle. On va jouer en présence de d'autres enfants. Puis ça se peut que des fois, il y ait des petites mini-interactions, mais les enfants ne jouent pas réellement ensemble. C'est pas vraiment un besoin là, d'aller jouer avec des amis quand tu as 2 ans et demi. Exact. Ouais. C'est vraiment pas un besoin. En fait, ton besoin, c'est vraiment, justement, d'être attaché à tes parents, de te sentir en sécurité puis de jouer. Okay? Le jouer, ça restera toujours un besoin. Mais donc, l'idée, c'est que les amis de tes enfants devraient toujours rester secondaires. Donc, tu devrais toujours rester la priorité de tes enfants. Fait que si tu commences à sentir que tes enfants lèvent les yeux, tu sais, comme quand tu leur parles, qu'ils te trouvent donc ben poche, qui n'ont pas envie de te saluer, ils n'ont pas envie de souper avec toi, red flag. Red flag, OK? S'il y a quelque chose qui se passe à la garderie, à l'école, ils t'en parlent pas, tu vois qu'ils vont se confier plus à leurs amis, ou t'apprends par l'éducatrice ou par la prof qu'il s'est passé quelque chose, puis ton enfant t'en a pas parlé, red flag. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de recréer ce qu'on appelle des vides d'attachement. OK? Fait que ce qu'on va recommander, puis ça, c'est souvent là, quand c'est rendu un peu plus extrême, là, on va recommander aux parents de donner un contexte à son enfant où il va être séparé de ses amis puis qu'il va avoir une occasion de se reconnecter à son parent. Fait que, par exemple, il y a des parents qui vont partir dans un chalet, dans le bois, pas d'électricité. Et là, c'est comme, on va vivre un trip en famille. Puis là, c'est comme, pas de cellulaire. Puis là, l'enfant va faire comme, oh my God, OK? Tu sais, là, je suis dans une situation inconfortable. Je peux pas, en ce moment, m'appuyer, me reposer sur mes amis. Fait que j'ai pas le choix de commencer à me reposer sur mes parents. OK? Puis tranquillement, puis ça, c'est comme l'espèce de traitement choc, là, tu sais, parce que des fois, c'est rendu loin, puis on veut briser ça. Puis après ça, c'est de dire, dans l'horaire du quotidien, on va vraiment s'assurer d'avoir des temps de connexion avec nos enfants à tous les jours. Comme tu disais, il y en a qui ils ont comme l'impression que l'attachement, c'est quelque chose qui se passe, mettons, dans les 3 premiers mois de la vie, puis ou, mettons, la première année, si on va être généreux, puis qu'après ça, c'est comme, c'est acquis. Mais non, l'attachement, ça se développe, en fait, sur 6 ans principalement. Mais après ça, il faut l'entretenir, OK? Puis à tous les jours. Tu sais, même il y en a qui parlent qu'on devrait connecter 3 fois par jour avec nos enfants, vraiment, pour que ce soit vraiment stabilisé. Fait que d'avoir des rituels d'attachement, c'est super important. Puis, tu sais, moi, je vous dirais, si votre enfant va à l'école ou à la garderie, le soir, c'est comme famille, là. T'sais, des fois, on laisse les enfants aussi retourner jouer avec des amis. Puis je comprends, il y a quelque chose justement de on vient de là, nous aussi, ça fait partie de notre imagerie.
Tu sais, moi, j'allais cogner chez mes voisins puis on passait toute la soirée ensemble, tu sais. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais. Je veux pas non plus... je suis pas anti-amie. C'est juste que dans une culture où les parents sont rendus tellement mis de côté, des fois, il faut mettre en place des choses un petit peu plus sévères, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'après ça, on va en payer le prix, tu sais. Fait que d'avoir des rituels d'attachement, d'avoir beaucoup de moments en famille, puis il y a une façon... Oui. Ça ressemble à quoi un rituel d'attachement, mettons? Oui. Dans le fond, là, il existe comme 6 racines de l'attachement, OK? La première racine, c'est les sens, OK? Fait que ça, souvent, ça va être comme... Durant la première année, là, on le sait, les bébés vont vraiment s'attacher par tout ce qui est le toucher, l'odeur, la voix, l'odorat, tout ça. Fait que de revenir à ces racines-là, de dire, OK, est-ce que dans mes rituels, donc des moments qui reviennent constamment dans une fréquence, mettons, à chaque semaine, à chaque mois, je vais venir nourrir ça. Fait que ça peut être des massages, ça peut être je te fais ma lasagne spéciale, ça peut être on chante ensemble. Fait que toutes des choses qui ont attrait comme ça avec les 6 racines, ça peut être vraiment intéressant. Fait que la première, c'est les sens. Tantôt, j'ai parlé. La deuxième, c'est les similitudes. Fait que j'aime bien l'image, tu sais, mettons, on a tous le même pyjama à Noël, puis on prend une photo devant le sapin. Ça, c'est notre petit rituel. Je jugeais ça, mais regarde, je trouvais ça niaiseux, mais il y a un sens à ça, puis une importance. Il y a un sens à ça extrêmement important. Puis justement, les enfants, au début de leur vie, par leur immaturité, ils s'attachent de manière un petit peu plus superficielle. Fait que ces choses-là, il ne faut pas les négliger. Tu sais, toutes les choses, tu sais, avoir un bracelet qui est pareil, tu sais, les best friends, c'est pour ça, ça vient répondre à un besoin, OK? Fait que toutes ces choses-là, on peut les mettre en place. Ensuite de ça, c'est plus le sentiment, la troisième racine, c'est plus le sentiment de loyauté, d'appartenance. T'es ma fille, t'es mon fils, c'est notre famille, tu sais, fait que de vraiment sentir que l'enfant, c'est comme, on a notre clan à nous. Ça, c'est super important. Après ça, c'est j'en skip un. Il y a l'amour. L'amour, ça, dans le fond, c'est tout ce qui est la reliance affective. Fait que de se sentir proche émotionnellement de l'autre. J'en parlais tantôt, justement. Fait que des rituels, moi, je vous recommande vraiment avant le dodo, qui est un moment où on ouvre notre cœur. Puis souvent, les enfants qui ont de la difficulté avec leur vulnérabilité, d'avoir un moment, tu sais, où le parent ne vient pas tirer les verres du nez, mais il y a comme de l'espace pour, justement, nommer des choses qui sont plus difficiles. Fait que ça en est un petit rituel qui peut être au quotidien. Fait que, puis après ça, la 6e racine, c'est être vu, comme on parlait tantôt, mais être vu et accepter tel qu'on est. Tout ce qui est l'intimité psychologique. Fait que de vraiment se sentir compris. Puis je pense que j'en ai manqué un, là, mais bref, ce qui est important de réaliser, en fait, c'est juste qu'il y a différentes racines. Puis ces racines-là, dans le fond, même s'il y a comme un moment dans la vie où on a une sensibilité particulière à ça, toute notre vie, c'est important d'aller les nourrir. Puis de l'avoir en tête quand on développe justement des rituels, c'est important. Fait que des rituels, pour moi, ça peut être vraiment au quotidien, mais ça peut être aussi durant l'année. C'est juste en tant que parent de réfléchir à ça, de dire j'ai des moments pour aller connecter à différents niveaux avec mes enfants. Pour aller nourrir cet attachement-là qui exact. va venir comme leur créer, leur plugger. Repluguer, c'est vraiment un bon mot parce que quand tu apportes ton enfant à la garderie, il se déplugue de toi pour aller se plugger sur quelqu'un d'autre. T'sais. Puis il y a beaucoup de parents qui oublient, quand l'enfant revient à la maison, il faut que je reprenne le temps de reconnecter. Fait que souvent, un moment de connexion, un rituel d'attachement au retour de l'enfant à la maison, c'est vraiment important. Sinon, il n'y aura pas de collaboration. Parce que l'enfant, il est déplugué de toi, il est plugué sur ses amis, il est plugué sur l'éducatrice. Fait que là, de reprendre le temps de « Allô, je te vois ». Je te vois, je te touche.
Tu sais, vraiment comme... Puis ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'enfant te regarde dans les yeux, qu'il te sourit, puis qu'il soit capable de te faire comme un hochement de tête. C'est comme des signes que, OK, là, t'es reconnecté avec ton enfant. Si ton enfant, il te regarde pas, là, tu sais, t'existes pas vraiment, il dit même pas allô, commence pas à lui donner plein de choses à faire. Il est pas connecté à toi. Fait que ça, de commencer à vraiment prendre le temps de voir ces choses-là au quotidien, c'est super important. Pour l'attachement. Oui. Tu parles, ben tu sais, l'attachement, c'est un gros sujet, mais dans les piliers de l'enfance, c'est parce que tu travailles, tu guides des familles, ça c'est vraiment beau, là, je trouve, en tout cas. On pourrait en parler un petit peu plus de ce que tu offres pour les familles, s'il y a des gens qui se disent comme, je pense j'aurais besoin de t'accompagner là, à différents moments de la vie, mais bon, tu parles évidemment de l'attachement qui est sécurisant, qui est aussi important pour nous en tant qu'adultes, mais une grosse partie aussi, pour toi, c'est le jeu, tu l'as évoqué, là, fait que j'étais comme, oui, je veux en parler du jeu. Puis pas juste le jeu libre. En quoi c'est important? Puis comment est-ce que... Parce que là, on a beaucoup parlé de l'attachement, puis il faut, là, parce que c'est comme l'affaire majeure. Mais en quoi le jeu libre, c'est important? Puis comment est-ce qu'on est en train de bloquer ça, là, le jeu libre, de diverses façons dans notre société puis dans notre façon d'être parent? Bien, fait que, tu sais, pour tout ce qui est attachement, mon maître à penser, c'est beaucoup Gordon Neufeld. Pour ce qui est jeu libre, je l'ai nommé tantôt, c'est beaucoup Peter Gray. Tu sais. Puis Gordon Neufeld, en fait, parle beaucoup du jeu aussi. Là, fait ensemble, ça a été vraiment comme un délice là, de comprendre tout ça. Fait qu'on est des mammifères, hein, à la base. Puis le jeu, en fait, c'est un dispositif naturel que la nature a mis en place pour nous permettre d'exercer nos compétences. Ça, c'est très intéressant quand tu regardes les animaux. En sachant, mettons, si ce sont des herbivores ou des carnivores, ben, tu vas savoir quel genre de jeu ils vont faire. T'sais. Puis, plus c'est complexe que tu as à faire pour survivre, plus tu vas être joueur dans la vie. Fait que, mettons, un lionceau qui est carnivore, il va être plus joueur que les zèbres. Les zèbres, ils broutent, là, fait que c'est pas très, très compliqué. Puis, tu sais, ils vont jouer des fois à fuir puis à esquiver. Tu sais, ils vont comme plus s'enfuir, tandis que les lionceaux, eux, ils vont se pourchasser, tu sais, ils vont sauter dessus. Fait que c'est vraiment, vraiment par survie, tu sais, qu'on joue. Puis nous, les êtres humains, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et donc, on est très joueurs, comme les primates. Puis d'ailleurs, tu sais, les primates, ils jouent toute leur vie, là. Fait que on a comme construit dans notre tête que le jeu, c'est comme un espace de divertissement avec des jouets pour les enfants. Mais le jeu, c'est un besoin, c'est un instinct. On va parler de l'instinct ludique qui est là toute la vie, qui est super important. Donc, pour développer ces compétences-là, mais aussi toute la sphère émotionnelle. C'est tellement, tellement fascinant. Tu sais, tantôt, je parlais justement que les enfants ont de moins en moins d'espace d'être vulnérables. Bien, le jeu, c'est un contexte idéal pour ça parce qu'ils processent des émotions sans même s'en rendre compte. T'sais. Mais pour ça, il faut que ce soit un contexte qui est vraiment précis, c'est-à-dire que si le jeu est trop limité par exemple, des règles imposées comme un jeu de société, c'est pas du jeu libre. Parce que ça vient pas de l'intérieur de l'enfant. Fait que le jeu libre, là, c'est vraiment un élan qui vient de l'intérieur. C'est nous qui faisons nos propres paramètres, nos propres règles. On peut, comme bouger librement. Quand le jeu, il commence, c'est nous qui décide. Quand il finit, c'est nous qui décide. Fait qu'il y a vraiment un aspect de l'enfant devient maître de son existence. Puis il peut vraiment se découvrir à travers ça. Fait que pour moi, le jeu libre, c'est vraiment un état d'esprit de plein engagement. C'est comme... Puis, on va vraiment miser plus sur le processus que sur le résultat. Okay? Le travail, quand on dit « je travaille », c'est que ce qui nous motive, ça va être souvent le résultat. Mais quand on joue, ce qui nous motive, c'est le processus, c'est l'activité. Peu importe ce que ça fait, ce ne sera pas important. Puis, dans la culture actuellement, on met tellement de focus sur le résultat. Okay? À l'école, c'est toujours le résultat qui va primer.
Puis même à la maison, de plus en plus, il y a comme une culture de performance, tu sais. Fait que justement, tu sais, de faire un dessin, mais pas juste pour tracer, de faire un dessin aussi pour donner un cadeau, pour faire quelque chose qu'on va afficher. Mais le jeu, c'est simplement de tracer, tu sais, d'exprimer quelque chose qui vient de soi. Notre rapport aussi à nous en tant qu'adultes avec le jeu est tellement détérioré, tu sais. C'est comme si de plus en plus, on va faire quelque chose pour le montrer ou pour, tu sais, comme, tu sais, je suis coupable de ça, là, des fois, je vais faire quelque chose, puis là, je vais le prendre en photo, puis là, c'est comme, parce que je l'ai pris en photo, j'étais quand même misée plus sur le résultat, parce que je me disais, je vais avoir un souvenir de cette affaire-là. Mais de juste chanter pour, tu sais, c'est vraiment jammer versus faire un album. Tu sais, c'est comme l'image que j'aime, là. C'est une expression de son intérieur, puis c'est là où que, justement, il y a des émotions qui vont venir se placer en nous, qui vont venir se déloger, parce que, justement, si on était dans un contexte où on a dû réprimer nos émotions, bien là, on aura l'espace de laisser ça sortir. Puis, à travers ça, bien, on apprend toutes sortes de choses sur nous, sur les autres, on développe nos compétences. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que, justement, tu es dans un état de sécurité qui est donc permis grâce à l'attachement, parce que c'est le contexte d'attachement qui te permet de jouer. Si il y a des parents qui écoutent ça en ce moment et disent « Mon Dieu, moi, mon enfant, il a de la misère à jouer. » Puis on le voit, ça, là, de plus en plus, des enfants qui ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient constamment. C'est normal là, de s'ennuyer, mais tu sais, vraiment un enfant qui a un blocage, là. Mais ça, souvent, ça va être un enjeu d'attachement. Fait qu'il faut se sentir en sécurité pour être émergent. C'est ça, être émergent, c'est d'aller vers l'extérieur, de vouloir être curieux, de découvrir, d'essayer des nouvelles affaires. Alors, c'est la base de notre vie, tu sais. Puis, oui. Est-ce que le fait que, disons, même en tant qu'adulte, on a un rapport un peu distorsionné au jeu, là, qu'on est axé sur le résultat, puis peut-être que l'émergence de juste jouer est un peu amoindrie, là, tu dis qu'il faut être dans un état de sécurité. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est ça, on n'est pas dans un état de grande sécurité en ce moment. Il y a beaucoup le contexte social, tu sais, il y a tellement de choses qui font en sorte qu'on se sent peut-être anxieux ou... Fait jouer quand on est anxieux, c'est peut-être moins ça qui va émerger de nous. Je reste des parallèles parce que c'est une conversation que j'ai souvent avec des amis qui sont mamans de... On dirait que les gars, ils ont souvent le sport, puis je sais pas si le sport, ça rentre dans la catégorie du jeu libre, tu pourras me le dire, mais mettons, avec ma gang de mères, je sais pas, juste des amis mères, mais tu sais, quand on se parle, on est comme, on sait pas comment jouer. Tu sais, on veut, là, on est comme, on va aller faire, je sais pas, de l'artisanat. On trouve pas notre jeu. Il est dur de toucher cet état-là du jeu, tu sais, de sans résultat, sans je le fais parce que ça me fait sentir bien ou je me remets en forme. Tu sais, des fois, je suis comme, c'est pas des jeux, c'est des besoins de base qu'on est en train de remplir, là. Aller m'entraîner, c'est pas un jeu, là. C'est comme, c'est pour mon bien-être. Fait que, tu sais, est-ce que t'as remarqué un lien aussi? Comme... Hey, c'est tellement intéressant, qu'est-ce que tu me dis là? Oui. Tellement, ça a vraiment rapport avec notre sécurité intérieure puis nos blocages d'attachement. Puis tu sais, tu me demandais, c'est quoi un jeu? Quand on sait que c'est vraiment un jeu, tu sais, justement, le sport, c'est-tu vraiment un jeu? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sérieuses? Fait que si, par exemple, tu joues au hockey pour jouer au hockey, c'est cool, tu sais. Mais si tu joues au hockey pour gagner puis avoir un grade qui va te permettre d'aller dans une compétition X puis tout ça, si les parents qui écoutent ça se disent « Ah, ça, c'est-tu considéré comme du jeu? » Moi, je dirais, mettez-les pas dans la catégorie du jeu. Parce que je trouve ça important que les parents soient capables de concevoir combien de temps est alloué au jeu libre là, pour mon enfant. Puis des fois, on a l'impression que mon enfant il est en train de jouer, mais dans le fond, c'est comme, encore une fois, il est en train de se divertir. Il y a des bienfaits à ça, là, tu sais. Mais c'est super important, en fait, qu'il y ait des espaces, justement, qui servent à rien d'autre que avoir du plaisir. Puis même, j'ai envie de dire, le jeu, c'est pas toujours plaisant. C'est surtout un espace où tu es engagé. Tu sais, il y a des moments dans le jeu, des fois, qui sont un peu moins plaisants, mais c'est vraiment de sentir que tu es justement dans cet état de flow-là, juste
pour juste pour le fait d'exister, j'ai envie de dire, là, tu sais, ça peut paraître un peu flyé, mais c'est vraiment ça. Puis je me rends compte que les enfants sont de plus en plus dans l'inconfort quand ils sont face à ça. Tu sais, moi, des fois, je faisais des espaces d'ateliers libres, donc je mettais du matériel d'art, puis c'est comme, c'est quoi qu'il faut faire? Puis là, c'est comme, ben, il y a du matériel, tu sais, joue, vas-y, joue. Les enfants ne savent pas jouer. Fait qu'il y a un inconfort de la part des adultes aussi, tu sais, je pense, comme tu le disais, puis cet inconfort-là fait en sorte qu'on structure beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie de nos enfants parce qu'on ne veut pas faire face à cet inconfort-là. Mais ça crée un cercle vicieux. Tu sais, encore une fois, pour moi, c'est une culture familiale. Si tu ne mets pas le jeu au centre de ta vie en tant que parent, ça va être difficile aussi pour ton enfant d'embarquer dans le bateau, tu sais. Puis le jeu libre, est-ce que ça se passe nécessairement juste entre les enfants, entre eux ou un enfant tout seul, ou est-ce que l'adulte peut participer au jeu libre? Comment ça... Oui, si l'enfant invite l'adulte, comme moi, je trouve ça super, en fait, parce que je trouve que c'est des beaux moments de connexion. L'idée, c'est que l'adulte ne prenne pas cet espace-là pour venir l'aider, tu sais. Moi, je parle souvent de l'importance pour l'attachement sécurisant que le parent soit dans ce pôle de leader-là. Fait que l'attachement, c'est une force qui est hiérarchique. Okay? Puis ça m'a bien challengée quand j'ai découvert ça. Mais justement, tu as toujours quelqu'un qui est en pôle alpha, même si on n'aime pas ce mot-là dernièrement. Là. Mais donc, il y a quelqu'un qui est en pôle alpha, puis il y a quelqu'un qui est en pôle dépendant. Dans un couple, ça va changer selon le moment, selon la situation. Dans une relation parent-enfant, ça devrait toujours être le parent qui est en mode leader, donc dans cet élan de prendre soin de, et l'enfant serait censé vouloir se laisser guider. Okay? Et dans le jeu, ça peut être inversé. C'est un endroit où l'enfant, justement, peut prendre plus de leadership, puis dire à son parent, donner des ordres à son parent, puis ça aide à expier des affaires super importantes. Mais une fois que le jeu est terminé, on reprend notre rôle de guide. T'sais. Fait que, non, le jeu libre, c'est vraiment, justement, un espace où l'enfant devient maître de ses activités, de son monde intérieur. Puis nous, on peut juste être des facilitateurs de ça. C'est juste le matériel de jeu. Justement, moi, j'ai créé avec une amie, Marie-Claude, justement, on a créé les espaces de jeux libres à Waterville. Puis on a mis en place, dans le fond, un horaire en disant, voici, nous, en tant qu'adultes, on protège cet espace-là, puis le jeu libre devient comme la priorité. On a mis à disposition du matériel ouvert et polyvalent, des boîtes de carton, des tissus, des cordes, des pneus de voiture, toutes sortes d'objets où l'enfant peut projeter son monde intérieur. Fait que si je donne un château en plastique à mes enfants, ben ils vont sûrement jouer au prince puis à la princesse. Mais si je leur donne une boîte de carton, ben l'élan part de l'intérieur. Okay? Fait que c'est ça l'idée, c'est de donner, d'être facilitateur de ces espaces-là où l'enfant peut connecter avec ses émotions, avec ce qui le préoccupe. Sans vouloir diriger dans une direction. Ouais, c'est fou parce que les enfants sont comme attirés par les jouets qui sont un petit peu plus prescriptifs, là, je dois dire, tu sais, qui font de la lumière, de la musique ou qui représentent quelque chose. Mais on le sait, là, une fois que ce jouet-là est dans la maison, comme parent, ma fille, elle préfère 2 rouleaux de papier de toilette. Là. C'est comme ça l'intéresse vraiment pour jouer. Puis je pense qu'on niaise souvent avec ça, les parents, mais de se rappeler que c'est pas pour rien que l'enfant est attiré à jouer avec ça parce que ça lui donne de l'espace pour être réellement en état de jeu, tu sais. Puis tu sais, les parents, ça peut être vraiment phénoménal, les informations qu'on a quand on observe notre enfant qui joue librement comme ça. On peut savoir c'est quoi les thématiques qui les préoccupent en ce moment. C'est-tu plus de la peur qui est dans le jeu? C'est-tu plus de l'agressivité? Je sais, par exemple, à un moment donné, il y avait une petite fille à la garderie. Ils avaient dû lui faire une contention parce qu'elle était en crise. Puis elle était en train de tout saccager, de se faire mal à elle-même. Fait que l'éducatrice avait dû
la serrer fort comme ça. Et pendant 1 heure, moi, je l'accompagnais. La petite fille jouait à une araignée qui se promène puis qui attrape un tout petit lapin. Puis là, l'araignée venait attraper le petit lapin. Puis là, à un moment donné, elle n'arrêtait pas de faire ce jeu-là. Puis là, j'ai cliqué, en fait, qu'elle rejouait la scène de stress qu'elle venait de vivre avec l'éducatrice. Fait que c'est pas là, de commencer à psychanalyser non plus. Là. C'est juste d'être témoin de ça puis de dire, OK, ça l'habite. Puis le jeu, pas besoin de l'amener en thérapie en ce moment, est en train de le process, le truc. Là, le jeu, il est là pour ça. Fait que c'est important de faire confiance à ces mécanismes naturels-là là, dans des cas comme ceux-là, là, du moins. Puis mettons que notre enfant, genre, on a des horaires assez comme remplis. Ouais. L'enfant est habitué d'être dirigé beaucoup dans ses activités. Puis là, on se dit, bon, ben, j'aimerais peut-être ça intégrer un peu plus de jeu libre dans notre vie familiale. Ouais. Il va y avoir, pour l'avoir vécu comme parent aussi, une espèce de moment de résistance ou barrière. Là, comment on fait pour naviguer ce petit bout-là, là, de tenir bon? Parce que moi, ma fille, ça va être genre, bon, ben, j'ai faim. Est-ce qu'on mange une collation? Elle va chercher des façons d'un petit peu remplir ce vide-là là, qui est inconfortable au départ. Est-ce que tu aurais juste comme 1 ou 2 astuces? Je demande pour une amie qui est moi-même. Comment est-ce qu'on peut traverser ce mur-là un peu inconfortable au départ? Bien, moi, je dirais que ce que je constate beaucoup, c'est que les parents, justement, ils abandonnent rapidement parce qu'ils fuient l'inconfort de l'émotion. Parce que le vide de notre enfant nous renvoie à notre vide à nous. Puis, des fois, nous-mêmes, on ne sait pas comment gérer notre vide. Ouais. Fait que de faire face à celui de notre enfant, c'est extrêmement inconfortable, tu sais. Fait que quand un enfant est inconfortable à faire quelque chose, notre rôle de parent, c'est de l'accompagner là-dedans. Fait que pour moi, c'est pas de dire à l'enfant « Ah ouais, tu sais, joue avec cette boîte de mouchoirs. » C'est comme nous, en tant que parents, de se mettre les fesses par terre puis de jouer, tu sais, puis de le faire, puis de l'affronter, cet inconfort-là, avec notre enfant. Fait que oui, premièrement, d'accueillir l'émotion puis l'inconfort de notre enfant puis de nous. De laisser de l'espace pour ça. Puis justement, de se mouiller puis de le vivre dans la connexion. Moi, je réalise que c'est ça. C'est quand l'enfant nous voit jouer, c'est comme ça lui donne la permission de le faire. T'sais. Fait que nous, dans nos espaces de jeu libre, c'est ça qu'on dit aux parents. On dit jouez avec vos enfants. Il y a beaucoup d'espaces de jeu libre où on va dire laissez les enfants faire, puis comme éloignez-vous. Nous, on dit non, c'est important aussi la connexion. C'est les enfants qui sont les leaders. OK? On ne vient pas imposer. Mais on les accompagne là-dedans. Puis si nous, on réussit à avoir du fun, c'est comme, il y a une espèce de contagion, j'ai envie de dire, qui se passe, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas de vouloir fuir cet inconfort-là, c'est vraiment de l'accueillir, puis encore une fois, de donner ce contexte-là qui est sécurisant. Puis là, tu parles des émotions, c'est ton 3e pilier, l'expression des émotions. On a un petit peu parlé là, depuis le début de la conversation. Ouais. Pourquoi c'est aussi important pour toi? Pourquoi c'est un pilier, l'expression des émotions pour les enfants? Bien, premièrement, c'est ça qui fait maturer, comme je disais, c'est ça qui fait maturer le cerveau. Okay? Fait que c'est comme les émotions, ça nous donne tellement d'informations sur nous-mêmes, sur le monde. Puis c'est ça aussi dans la vie qui nous permet de nous réguler. Tu sais, tantôt, on parlait de l'importance d'être régulé pour être aligné avec une vie, tu sais, qui fait du sens, tu sais, autant en tant qu'adulte qu'en tant qu'un enfant. Tu sais, si je suis inconfortable avec mon monde émotionnel, ben ça me bloque de mon émergence, tu sais. Fait que pour moi, c'est important qu'en tant que famille, on développe une culture où l'émotion n'est pas vue comme une bébite à écraser ou à fuir. C'est vu comme quelque chose qui est absolument naturel. Puis que cette chose-là, en fait, n'influencera pas l'amour d'un parent envers son enfant. Tu sais, il y a beaucoup de cas où ce que je vais voir, c'est qu'un enfant va être traité différemment selon son émotion. On va lui demander de se mettre à part, d'aller dans son coin calme. Il faut faire attention avec les coins calmes
Parce que ça l'envoie à l'enfant l'idée que, ben, cette affaire-là, quand c'est présent en toi, tu peux pas être avec nous. Il faut que tu ailles gérer ça. Puis une fois, là, quand tu n'as plus d'émotions, là, tu peux revenir avec nous. Fait que des fois, on veut bien faire. C'est des stratégies bienveillantes. On se dit, mon Dieu, tu sais, je lui donne une petite tente, un petit environnement Pinterest avec des petites balles sensorielles. Tu sais, l'intention est vraiment belle. Mais ça crée une culture, encore une fois, de les émotions, c'est quelque chose que tu dois gérer à part. Faut pas cacher. C'est ça, exactement. T'sais. Fait que c'est ça, de bâtir une culture où on réalise que ça fait partie en fait de notre processus de déploiement. Ça nous donne des informations tellement précieuses sur qui on est. Et donc, ça sera toujours là. L'idée, c'est pas d'arriver à un moment où on ressentira plus de colère, plus de tristesse, mais c'est vraiment juste d'accueillir cet espace-là comme un besoin, comme un autre, tu sais. Puis en tant que parent, on a tellement de répression d'émotions parce que justement, on a voulu protéger l'attachement avec nos parents. Si maman est inconfortable avec la tristesse, dès que je pleure, elle fait tout pour me sortir de ça, ben je vais sentir que maman aime pas quand je suis en tristesse. Donc, pour ma sécurité, donc encore une fois, c'est mon lien d'attachement qui est ma survie, je vais réprimer ma tristesse. Et là, réprimer sa tristesse, ben c'est relié avec toutes sortes de problèmes de santé mentale, genre la dépression. C'est pas rien, tu sais, c'est vraiment pas rien. Tu sais. Fait que c'est comme, encore une fois, ça a des impacts dans une vie qui sont phénoménales. En ce moment, j'ai la chance de partager ma vie avec un homme extraordinaire qui a beaucoup de répression d'émotions puis qui est en train de vraiment prendre cette responsabilité-là d'aller à la rencontre de ces parties-là de lui. Parce que quand tu réprimes tes émotions négatives, tu réprimes aussi tes émotions positives. Mm-hmm. Puis là, quand je dis positif, négatif, c'est vraiment plus en termes de confort, là, des émotions plus inconfortables ou confortables. Mais si tu veux être vivant, dans la vie, il faut que tu puisses accueillir tout ça. Tu sais? Si tu veux être en lien réel. Oui, moi, je parle souvent du spectre. Là, si tu n'es pas capable d'aller dans le spectre négatif très, très loin parce que tu réprimes, ben, ça te donne le même spectre de l'autre côté. Ouais. Là. Fait que c'est comme, si tu veux être capable de prendre l'amplitude puis d'être vivant, c'est ça, la vie, là, c'est contraction, expansion, c'est l'amplitude. Fait que c'est ça, il faut être capable d'y toucher. Puis si, comme parents, on veut pouvoir permettre ça chez nos enfants, il faut être capable de nous-mêmes le vivre et être capable de tenir cet espace-là. Puis c'est ça qui est difficile comme parent. Moi, je m'observe aussi comme parent. Des fois, je suis confortable de plus en plus avec mes propres émotions négatives, on doit dire, ou en tout cas inconfortables. Ouais. Mais chez mon enfant, c'est plus difficile pour moi. Là. C'est comme, je suis en train de faillir à mon rôle de protéger mon enfant, de lui offrir le meilleur, puis tout ça. Puis c'est difficile de juste être confortable, puis de justement qu'elle reste avec nous, de pas essayer de la soulager, d'être juste en mode... Puis, tu sais, même si je fais énormément de travail personnel, j'ai de l'autocompassion envers moi-même, là, c'est comme, c'est inconfortable quand on est parent. Mm-hmm. On care, là. Oui, j'en doute pas, honnêtement. Puis... tu sais, je pense que encore une fois, c'est une question d'être doux envers soi puis de dire on marche tranquillement le chemin, tu sais. Puis je pense que tout le travail qu'on fait est vraiment une inspiration, ouvre la voie, tu sais. Ouais. Mm-hmm. D'incarner ce changement-là tranquillement. Là. Puis pour les parents qui nous ont écoutés puis qui sont galvanisés là, par cette idée-là, qui ont envie de l'incarner, ce changement-là, ben, il y a ton podcast, comme j'ai parlé, qui est Les Émergents, qui a tellement de beaux contenus, des belles pépites. Tu as autant des invités que des épisodes solo où tu parles de tes lectures puis tout ce que tu découvres puis tout ça, c'est vraiment très, très riche. C'est mon jeu. C'est ton jeu à toi. Oui, c'est ça, moi aussi, c'est un peu ça.
ça, mon jeu. Mais il y a un résultat. Oui, il y a un résultat, j'allais le dire. Mais aussi, tu offres des services d'accompagnement. Tu es rendu guide familial, si je peux dire. Ouais. Donc, on peut aller sur ton site web. Guide familial, c'est pas... on prend une petite rencontre d'1 heure, là, elle va nous régler ça, bim, bam, boum. Là, elle va nous donner 3 méthodes. Exact. C'est plus c'est ça, 3 trucs magiques. Donc, c'est une démarche quand même dans laquelle on s'engage qui est plus profonde, mais c'est quelque chose que tu offres en virtuel. Donc, c'est partout, partout dans le monde même, on pourrait dire. Exact. Francophonie, là, parce que mon anglais n'est pas assez fluide, malheureusement, mais peut-être un jour, j'oserai. Mais oui, c'est ça. Moi, j'essaie vraiment, comme je parlais tantôt de Gordon Neufeld, il a vraiment donné une espèce de map. Hein? On essaie de prendre la perspective. Oui. Fait que c'est ça le travail que je fais avec les parents. Okay. Je les aide à prendre de la perspective pour qu'ils puissent voir plus clair sur ce qui se passe et donc qu'ils puissent reprendre confiance. Et donc, quand les parents ont confiance, ils sont capables d'aller dans ce pôle alpha-là, ce pôle de leader, de guide-là, qui est si sécurisant pour les enfants. Fait que si je résume, là, c'est vraiment ça le travail qu'on fait ensemble. Mais c'est fou parce que moi, je l'ai vécu aussi, là, comme de lire des trucs sur l'approche bienveillante, puis là, de me dire, OK, il ne faut plus que je dise ça, il faut que je dise ça à la place. Puis là, comme je ne m'écoute plus, puis effectivement, je sens que ça amène plus de chaos puis de désorganisation dans notre structure familiale, puis ça érode, au final, malheureusement, le lien d'attachement parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, puis je veux faire la bonne affaire. Fait que là, je ne m'écoute pas, puis je ne suis pas réellement en présence avec mon enfant. Fait que finalement, en tout cas, ça me touche. C'est tellement ça. Tu sais, les méthodes, ça nous éloigne de nos instincts, de notre présence. C'est tellement là. C'est ça, la parentalité, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas du savoir-faire, c'est du savoir-être. C'est vraiment là que j'ai envie de ramener les parents, puis vers aussi une couleur qui leur ressemble. T'sais, si je fais juste te dire mot pour mot quoi dire à ton enfant, ça te ressemblera pas. Ça va t'enlever ton pouvoir. T'sais, là, je veux juste te faire voir les grandes lignes pour que tu puisses être toi-même puis t'incarnes qui t'es, mais en toute conscience, j'ai envie de dire. Ah, merci tellement pour ton travail, à travers tout ce que tu fais, puis comment tu t'impliques aussi auprès des familles, puis tout ce que tu viens de nous partager, là, c'est genre cet épisode-là, je suis comme, wow, c'est tellement riche, j'ai envie de l'envoyer à tout le monde. Mais là, il n'est même pas sorti encore, puis c'est mon podcast, là, c'est sûr que je veux que les gens l'écoutent, mais pour les gens qui nous ont écoutés aussi, là, si vous pensez à des parents qui pourraient bénéficier de cet épisode-là, là, vraiment de le partager parce que on parle du village d'attachement, mais on en a besoin aussi comme adultes d'être soutenus par d'autres gens qui nous voient dans notre parentalité puis avec qui on peut partager ces idées-là puis de se soutenir dans le processus. C'est riche aussi. Absolument. Merci d'avoir créé cet espace-là. Je suis comblée. Moi aussi. Merci Elisabeth. Il y a tellement d'affaires. Je voulais qu'on parle de Waterville, plein d'autres affaires, mais il va falloir que je te réinvite si jamais tu veux. Absolument. Bye, merci. Bye, merci.